Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. On a le plaisir de se retrouver cette semaine pour faire le point sur la gestion de notre portefeuille boursier au milieu d'une actualité riche. On va parler de l'OPEP, des banques allemandes et encore de l'élection américaine. Autour de la table, on a le plaisir de retrouver Hubert Tassin et Paul Schworer. Bonjour messieurs. Bonjour. Également Agnès Delors. Bonjour. Bonjour Agnès. Et on va tout de suite commencer par notre rubrique consacrée à la macroéconomie. Alors, je vous le disais en introduction, plusieurs thèmes ont retenu notre attention cette semaine. On va peut-être commencer par l'OPEP. Le pétrole, c'est un indicateur qu'on suit depuis longtemps dans cette émission. Alors, il y a eu une surprise. Il y a eu une surprise, c'est l'annonce d'un accord finalement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et une certaine adhésion des Russes. Alors, il y a plein de manières de l'analyser. Il y a en tout cas une chose qui ne se passera pas, c'est la hausse de 7 $, puisque Goldman Sachs prévoit une hausse de 7 $ du baril. Et chaque fois que Goldman Sachs dit quelque chose sur le pétrole, il se passe à peu près l'inverse. Donc, soit on va monter de 15 $, soit on va baisser. J'en sais rien. Mais je pense. Bon, en tout cas, c'était une vraie surprise. Non, c'est une surprise, c'est politique. Voilà. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus surinvestir la surprise parce qu'on a besoin de voir des chiffres derrière. Il n'y avait aucun chiffre. Tout le monde est d'accord, mais c'est un accord à minima. Et ça sauve les apparences. Je crois que ce qui est quand même aussi assez important, c'est que les Russes ont clairement dit qu'ils n'étaient pas pour réduire leur production. Et je pense que ce qui est essentiel, et c'est les que Iraniens le non prix plus. ne Et les baisse Iraniens pas non pour plus. eux. Avec un vrai problème, c'est que finalement, accord de l'OPEP ou pas, ça devient pas une goutte d'eau, mais c'est les Américains qui ont les cartes en main. Ça a l'air d'être une reddition de l'OPEP face aux producteurs de gaz de schiste américains en disant on a fait une guerre en ouvrant les vannes au maximum pour que vous gagniez plus d'argent, pour que vous ne gagniez plus d'argent sur vos puits de schiste. Finalement, maintenant ils auront continué les marges à ce niveau-là. Le fameux 40-50, même si c'est 45-55 $ le baril, ils gagnent du fric. On en a souvent parlé l'année dernière, souvent, et même un peu avant. On a fait plusieurs thèmes sur ce pétrole. Moi, je crois que la donnée essentielle, c'est qu'on a maintenant accepté l'idée que quand le prix du pétrole et du baril était très bas, le gaz de schiste a arrêté de produire, et puis il revient dans le marché ensuite, ce qui revient dire que finalement, on a un cap à la hausse. Oui, on a un cap à la hausse et probablement à la baisse aussi. Quand même, le plus important, quand même, c'est peut-être pas l'offre, c'est quand même la demande. Et sur la demande, on n'y voit pas beaucoup plus clair. On a des marchés émergents qui ont plutôt infléchi par rapport au milieu de l'été, au début de l'été, en croissance. Au final, on est à 48 $. C'est ce qu'on faisait il y a 3 semaines, sans accord de l'OPEP. Donc, pas couper d'épée dans l'eau. Je pense que ça va quand même amener de la volatilité sur le marché. C'est-à-dire qu'on ira peut-être à 55 et on ira peut-être à 40. On revient plus à la normale sur tous les marchés, finalement. On verra ce qu'on en fait. Moi, je pense que c'est surtout, on acte la fin de la baisse du prix du Brent, c'est tout. Voilà. Quelque part. On acte la baisse. On essaye d'acter la baisse. Oui, mais on n'est plus redescendu en dessous de 40 $. Donc, c'est surtout ça, sur le Brent. Ça dépend des budgets saoudiens, des budgets russes. Mais quelque part, ça éloigne un petit peu ce spectre déflationniste qu'il y avait dans la baisse du prix du pétrole et qui nous a tellement perturbés au début de l'année. Voilà. Bon, on va voir en tout cas ce que ça donne comme conséquence sur le portefeuille. Un autre sujet qui fait couler pas mal d'encre, c'est celui des banques allemandes et en particulier de Deutsche Bank. On a souvent parlé ici en disant il y a un pays laxiste du point de vue financier, c'est l'Allemagne. Ça choque quand on dit ça. C'est l'Allemagne et l'Italie, on n'arrête pas de dire que l'Allemagne et l'Italie sont les deux problèmes. La Deutsche Bank, donc évidemment, quand un ministre, un chancelier, en plus de cette crédibilité-là, dit finalement on a un plan pour soutenir de manière publique la Deutsche Bank, ça veut dire que ça va très mal. C'est-à-dire qu'elle a plutôt marqué contre son camp, ce que ne font pas les Allemands en football, mais elle a plutôt marqué contre son camp. Moi j'ai le sentiment, la Deutsche Bank, c'est une banque qui est très 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 exposée. Mais il y a une raison finalement à cela, c'est que vu que les Bunds sont très bas, il est tentant d'aller chercher des supports qui rapportent plus. Et donc d'aller chercher du risque, et on se retrouve avec ce risque. Et là, en ce moment, quand on voit ce qui se passe dans le monde du maritime, avec l'ouverture du canal de Panama qui a rendu obsolète tout un tas de moyens
on est dans une situation où finalement le risque est en train de réapparaître pour les acteurs. La Deutsche Bank, c'est énorme. C'est énorme parce qu'elle s'appelle Deutsche Bank. Peut-être même plus à cause de son nom qu'à cause de la réalité. Mais la Commerzbank passe son dividende. Et puis on a les banques hors du radar de la BCE. Quand même, toutes les banques régionales ne sont pas contrôlées par la BCE. Elles sont contrôlées par les instances régionales. C'est un pays fédéral, etc. Donc, il y a un besoin de recapitalisation. Maintenant, on commence à le voir, et on commence à voir que toute la plaisanterie de disant les États ne peuvent pas recapitaliser, la plaisanterie de Mme Merkel était une plaisanterie, que les États vont bien sûr garantir les banques. On ne va pas laisser sauter la Deutsche Bank. Agnès, ça a tangué un petit peu aujourd'hui sur cette crainte qu'en effet, ça aille au-delà de... Ce matin, on a ouvert pratiquement à 2% de baisse. Bien sûr, les fortes baisses, notamment, c'est le secteur bancaire. Donc nous, on n'a pas de banque dans notre fonds, donc on résiste bien, mais c'est vrai que ça, comme dit Paul, je pense que l'histoire de la Deutsche Bank, c'est encore plus grave que ce qu'on on a vécu, parce que les banques françaises, elles ont nettoyé leur bilan. Voilà. Et les banques allemandes se sentaient intouchables, surtout. C'est là où on l'a déjà dit ici, les Français ont du mal à comprendre qu'ils ont des banques qui sont extrêmement solides, ils ont un système financier très solide, et que les Allemands qui sont jugés formidables avec leurs salaires bas, etc., n'ont pas ça. C'est très très difficile à comprendre. La Deutsche Bank capitalise 20% de ses fonds propres, c'est vrai, aujourd'hui, sauf que ces fonds propres, on ne sait pas ce qu'ils valent, puisque les crédits douteux, ça doit être 8 fois les fonds propres. Donc s'il y a un taux de défaut de 12,5%, il n'y a plus de fonds propres. On fait cocorico sur nos banques, mais on ne les met pas dans notre portefeuille. Hein. Malgré tout, on reste aussi méfiant. Tout le monde est ensemble. Enfin, moi, je crois que ça donne de l'écho aux propos de M. Draghi du début de l'année, qui était de dire il faut restructurer les banques, il y a trop de banques, et la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas de rentabilité parce que justement, il y en a trop. Bon. Il ne faut pas l'oublier que la Réserve fédérale vient de l'annoncer également pour les banques américaines. Ils ont fait une annonce en demandant aux grandes banques américaines d'augmenter notamment leurs fonds propres et d'être beaucoup plus souples sur les petites banques. Voilà. Alors, on a tellement d'argent qu'on met de l'argent, les banques centrales mettent de l'argent à carnet ouvert, mais les banquiers et les assureurs ne peuvent pas exercer le métier à risque, qui est le seul sur lequel il y a du rendement, et parce que les banquiers ont fait des bêtises et que les assureurs ont des risques. Mais c'est tout ce secteur qui est sous une pression d'un secteur dirigé. On a souvent dit ici qu'il ne fallait pas avoir des DF ou qu'il ne fallait pas avoir de valeurs totalement dirigées. Ces valeurs, elles sont totalement dirigées. Alors, il faut faire aussi une différence entre les États-Unis et l'Europe, parce que l'état de santé des banques américaines a été nettoyé depuis un certain temps. Alors justement, ça nous amène dans la violence. Ça nous amène aux banques américaines et à cette ironie de l'histoire. Hein, Paul, vous nous apportez un graphique qui montre qu'on avait effacé Lehman. Alors, on va essayer de voir ce graphique. Voilà, il est là normalement. On a effacé Lehman. Oui, en fait, c'est un petit pied de nez. On a tout un tas d'indicateurs qui ont été plutôt insatisfaisants dans la période récente. Et puis là, on a l'indice de confiance des consommateurs qui est sorti au plus haut, finalement, à 104,70, qui a un peu surpris tout le monde. Et on est dans une situation qui correspond à des niveaux qu'on avait en 2007, avant l'accident Lehman. Donc ça prouve bien que dans la période, M. Obama a fait le job. Et les banquiers centraux l'ont accompagné. Et là, on retombe dans une possible tourmente bancaire. C'est ironique, quelque part. Oui, et on voit bien sur les marchés de taux qu'effectivement, on a pris des postures qui sont légèrement différentes de celles qu'on a d'habitude quand on a des anticipations. La liquidité se cristallise un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore dans une situation de catastrophe, hein, très loin de là, mais on sent qu'il y a des relents de quelque chose de plus grave. Non, mais les banques américaines se sont refaites parce que l'immobilier s'est refait. Et parce que les paumes venaient d'abord de l'immobilier, et l'immobilier est reparti, on l'a souvent dit. Les banques allemandes, elles ont un problème qui est tout à fait différent, c'est du financement d'activités à risque. Et on parlait du shipping la semaine dernière, on en reparle. Ça va être un sujet, parce qu'il va y avoir une grosse tôle à prendre. Donc les banques américaines, par ailleurs, la sagesse leur a été imposée par des nationalisations, par un régime et par la faillite de Lehman, mine de rien. Nous, Natixis n'a pas fait faillite, Dexia n'a pas fait faillite.
Mais alors, l'indice de confiance des consommateurs, c'est la marque que la consommation, elle, va bien. Et ça, je crois que c'est important, parce que c'est quand même un des moteurs de l'activité économique aujourd'hui. C'est la consommation. On évoque souvent que les investissements d'infrastructures pourraient compléter, mais enfin, on s'appuie quand même d'abord sur la consommation. Bon, voilà donc un premier point. Autre sujet qui retient votre attention, hein, c'est les élections américaines. Oui, les élections américaines, alors en fait, déjà, quels sont les enjeux? Finalement, on a eu le débat entre Trump-Clinton. Vous donnez Clinton gagnante de ce premier débat, vous l'avez suivi? Non, pour avoir écouté quelques points, effectivement, elle a été, semble-t-il, plus calme et elle a moins interrompu le cours, ce qui n'est pas anormal. J'aurais plutôt tendance à dire que Trump a plutôt agréablement surpris. D'accord. C'était là la surprise. Voilà. Mais est-ce que c'est pas son jeu? À mon avis, je pense qu'il a laissé, voilà, il a laissé parler, et puis il va être exceptionnel, à mon avis, au deuxième et au troisième débat. Ouais, voilà, je pense que il fait une course d'attente. Oui, exactement. Et il gagne sur le sondage. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais il ne perd pas ni ne gagne de points derrière. Oui, parce que si on revient sur les grands électeurs, qui sont ceux qui vont voter, on regarde le graphique que vous ça s'est resserré, donc voilà. Alors non, là, je vous ai pas mis les grands électeurs, mais plutôt les enjeux entre présidence, Sénat et Chambre, c'est-à-dire entre la présidence et le Congrès. On est finalement plutôt globalement depuis 1992 avec un Congrès qui est républicain et avant on avait un Congrès démocrate. Donc il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Et on voit que c'est souvent en alternance et que ça paralyse. Il y a une espèce de cohabitation à l'américaine, de plus en plus. Et donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est sur le Sénat. Et d'après les sondages, on est à 50-50. C'est-à-dire que le Sénat se renouvelle par tiers. Le vice-président qui peut voter ferait la différence. C'est ça qui est... Et le Sénat, c'est celui qui a le dernier mot. Hein. On rappelle que quand le président n'est pas d'accord avec le Parlement... C'est pas comme en France. Le Sénat, il sort strictement rien en France. Non, bon. Et si on prend les grands électeurs, en fait, il y a une situation qui est qu'il faut avoir 270 grands électeurs. On est plutôt à 20 à l'avantage de Clinton aujourd'hui et à 20 au désavantage de Trump. Ce qui revient à dire qu'il y en a 20 seulement à changer. 20, c'est pas grand-chose, c'est un État. Alors, après ça, le système, il est complexe parce que les grands électeurs reçoivent un mandat. Changer de candidat, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Pourquoi on s'arrête sur les élections américaines? Agnès, ça a tant d'importance que ça pour Oui, parce que marchés. d'une part, je pense que le marché n'a pas du tout pricé l'avance Trump ou l'élection de Trump. On est déjà élu. Non, pas du tout. Le marché c'est le coup du Brexit. Le marché n'y croit pas. Le marché n'y croit pas du tout. Et surtout, il faut remarquer que Trump, on parlait, Trump s'inspire de Reagan, c'est pas du tout ça. Trump s'inspire surtout de la politique de Nixon. Et de Roosevelt. Non, il prend surtout souvenez-vous la campagne de Nixon en 68, il avait annoncé que c'était l'Amérique était au bord du chaos. Et quand on écoute Trump, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va rassembler, on est dans un État au bord de la faillite, au bord du chaos, et il veut fermer ses frontières et protéger l'Américain. Voilà. Bon. Il veut rendre fort l'Américain. Voilà. Vous nous avez apporté les programmes aussi. Oui, j'ai essayé de synthétiser en fait ce qui oppose ou ce qui rassemble les uns et les autres. Je crois que finalement, il y a du côté démocrate, Mme Clinton qui veut augmenter les impôts des riches, et du côté des républicains, M. Trump, en France, voilà, qui veut réduire les taxes pour les individus et pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment là la différence première. Le consensus qui me paraît le plus fort, c'est celui sur les infrastructures. Oui. Et comme on en parle souvent, je pense que ça c'est vraiment important pour l'économie. 500 milliards d'investissements, d'ailleurs Juncker s'est aligné là-dessus, ça fait 1000 milliards d'euros dans l'économie. Quand la planche à billets ne marche plus, il faut faire autre chose, voilà. Construire des ponts, des routes. Et dans la même logique, la Chine avait parlé de la route de la soie, c'est 1000 milliards. Bon, voilà, 2000 milliards qui attendent à être investis, et là, pour le coup, ça aura des conséquences sans doute sur les portefeuilles. On aura l'occasion d'y revenir. Le problème de l'élection de Trump éventuelle, c'est pas forcément son programme, puisqu'on sait justement, on a parlé du Sénat et de la Chambre des représentants, on sait qu'aux États-Unis, le président a beaucoup moins de pouvoir que le président français, de manière incomparable, mais c'est l'effet psychologique, c'est qu'on peut avoir du désordre
on peut avoir comme incidence, une incidence bizarroïdale, c'est sans doute que la Réserve fédérale passerait encore son tour pour cette fameuse hausse de 0,25% des taux d'intérêt. Voire même, et c'est là que je pense que c'est le plus important, vu les déclarations qui ont été faites par Madame Yellen devant le Congrès quand elle était un peu chahutée sur ses collaboratrices, on pourrait voir Madame Yellen démissionner. Et ça serait quelque chose qui impressionnerait énormément. On a beau se dire que son adjoint la remplacerait et que M. Fischer est plutôt un peu plus au quiche, mais c'est-à-dire un peu plus sévère, un peu plus tout à faucon. Fait, un peu plus faucon. Ou un peu plus, parce qu'ils regardent tous... Ouais. On est d'accord. Mais ça serait quelque chose qui est de nature à déstabiliser profondément les marchés, parce que les marchés ont peur de l'inconnu. Allez, on avance. Le temps passe. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur YouTube maintenant, en live, et que vous pouvez nous poser toutes vos questions dans la rubrique chat qui est à côté du player ou en dessous. On enchaîne avec la rubrique tableau de bord. Ouais, tant pis pour le yuan. C'est samedi. On en reparle. Tant pis pour le yuan, en effet, parce qu'on n'a pas le temps. Vous êtes trop bavard. Il fallait passer moins de temps sur Trump et Clinton. Allez, le tableau de bord. Quel est-il? Les feux, pour commencer, on les découvre. Les feux n'ont pas changé. Les feux n'ont pas changé. C'est au momentum. Oui, ça mérite qu'on s'y arrête, mais non. Non, mais enfin, si on revient sur ces feux, ils nous donnent quand même souvent des nuances qui sont importantes. Bon. Le momentum microéconomique. Le momentum microéconomique, on est à la veille de la fin du trimestre, donc on va avoir des publications. Et c'est intéressant de voir que cet indicateur, qui a toujours du mal à passer au-dessus de 1, là, c'est un petit peu... Ce qui est bon signe quand il est au-dessus de 1. Ah, c'est très bon signe quand il est au-dessus de 1. Ça veut dire que les actions drivent les marchés. Oui, on a des bénéfices. Les bénéfices sont là, sont au rendez-vous et ils drivent les marchés et ils donnent finalement du soutien au marché, alors que dans les autres périodes, il faut que ce soit les banques centrales finalement qui donnent le soutien au marché, qui réduisent la volatilité. Okay. D'une autre manière, c'est un moment où les banques centrales elles jouent sur le taux de capitalisation des bénéfices, sur les PER, comme on dit, donc elles rendent plus cher les marchés. Et là c'est l'inverse, puisque le taux de capitalisation, si le dénominateur, c'est-à-dire les bénéfices montent, ils montent de manière naturelle, on va dire. Ce qui est toujours mieux. Allez, voilà donc pour le tableau de bord, la météo, on l'a vu, reste en mode 3. On reste en mode 3 et en fait c'est finalement, je crois que ce qui caractérise bien cette situation à laquelle on semble englué du mode 3, c'est que justement le moteur des bénéfices n'est pas là, c'est seulement celui des banques centrales qui est là. Et donc c'est pour ça que ça dure. D'accord, donc mode 3, c'est pour ça que ça dure. On a enchaîné les côtés performance. Agnès, voici les performances de cette semaine. Pour une fois, on fait un peu mieux que le CAC. Un peu moins mal. Moins mal. Oui, on réduit notre spread depuis le début de l'année. Donc, du coup, on est sur la semaine, on perd 0,55 contre un effet à moins 1,36 pour l'indice CAC. Pourquoi cette on le voit très bien, contre-performance? On le voit. Oui, on le voit très bien, notamment, on gagne notamment sur notre partie financière et on gagne également, je dirais, dans tout ce qui est conso-cyclique et les cycliques. C'est là où on crée notre spread. Voilà, donc on va revenir... Non, il faut bien voir, les banques ont beaucoup baissé, et là c'était hier soir, ont beaucoup baissé cette semaine. Hein. C'est pas une blague, y compris des banques, on l'a déjà dit, qui sont de bonne qualité. Et AXA perd 7,5% cette semaine aussi. Donc on a un environnement difficile. Alors sur AXA, il y a eu en plus un petit problème politique. On va revenir sur tout ça. On enchaîne avec la partie gestion. Alors... Voilà, gestion donc, Agnès. Sur les arbitrages de cette semaine. On n'a rien fait et comme on disait la semaine dernière, pour l'instant, le marché se comporte, est toujours dans un range 4300-4500. Donc on avait vendu, comme on le voit, à partir du 14 septembre, même du 6 septembre, on a commencé à alléger nos positions puisqu'on a 12% de cash. Donc l'intérêt, c'est de revenir. Est-ce que cette fois-ci, on va s'arrêter à 4003 ou aller plus bas? On va voir ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique et ce qui se passe sur notamment les banques allemandes. Donc on verra là-dessus. Mais ça veut dire qu'on a du mal à gagner de l'argent quand le marché se déplace
place ancrable de façon horizontale. Hein. On n'arrive pas à jouer finalement ces 4003, 4005. Hein. C'est très sectoriel. Hein. Mais c'est surtout, l'altitude, elle n'est même pas de 5%. Donc vous achetez, vous faites du stock picking pour 5%. Il ne faut pas oublier que vous avez des frais de négociation au sein de votre fonds. Donc je dirais, à la fin, vous allez gagner peu. Et puis pour acheter à 4003 et si ça s'effondre derrière et vice-versa, je dirais, il faut avoir, tant qu'on n'a pas une vision plus générale et plus sereine notamment, et un détonateur, et comme on avait vraiment des craintes, notamment sur le secteur bancaire, tant qu'on aura ces craintes sur ce secteur bancaire européen, le marché français ne délivrera pas. On est au début du commencement des craintes sur le secteur bancaire. Ce qui veut dire que le marché ne va pas délivrer. Mais le secteur financier... Mais ça veut dire quoi? On reste couché, on fait rien? Il ne faut surtout pas avoir d'assurance, à mon avis. Il ne faut rien avoir trop lié au taux d'intérêt. Donc moi, je pense qu'il faut avoir pas trop de valeurs qui sont des valeurs d'abonnement et d'immobilier. Il faut faire très attention parce que sur les taux d'intérêt, ce qui s'est passé au Japon avec le travail sur l'ensemble de la courbe, plus les banques vont être mal et plus on va avoir intérêt à faire remonter les taux longs. Hein. Je crois qu'il s'est passé au mois de juillet, on l'a dit déjà plusieurs fois. Oui, moi je dis que c'est la semaine dernière, mais c'est au mois de juillet, sur le 30 ans américain, on a vraiment eu, sur le 30 ans japonais, on a vraiment eu une inflexion qui s'est traduite d'ailleurs sur l'ensemble des 30 ans, et ça a été confirmé par les discours la semaine dernière, et je crois que vraiment on a là quelque chose de majeur, c'est-à-dire que finalement, les banques centrales sont dans la situation de contrôler la partie courte et la partie longue de la courbe, c'est-à-dire ils sont en mesure de contrôler la pente de la courbe. De collectiviser les marchés. Non, il faut donc le message, on se tient loin des taux d'intérêt. C'est probablement un peu tôt. C'est comme de dire aux gens aujourd'hui qu'il ne faut pas acheter d'immobilier. Il faut acheter de l'immobilier en s'endettant à taux fixe, ça c'est pas très grave. Mais tout ce qui est valorisé par les taux, notamment les concessions bien sûr, c'est quelque chose, et l'immobilier qui est le plus valorisé. Et vous mettez les valeurs d'abonnement dedans aussi? L'abonnement c'est uniquement du taux d'intérêt. Par exemple, tout ce qui est télécom. Alors ce qui est télécom c'est de l'abonnement, donc il faut faire attention à l'intérêt. Il faut voir l'endettement. L'endettement, s'il est à taux fixe, c'est bien. Et puis, ça peut être de la croissance. Ça peut être de la croissance. C'est de la croissance chez certains, chez d'autres, je pense, c'est du défensif. Mais ça c'est une question d'analyse. Donc, tout ce qui est très endetté, en fait, déjà. C'est pas tellement le fait d'être endetté, parce qu'on peut être endetté à taux fixe, c'est le fait d'être valorisé par une actualisation des flux à venir exclusivement. Parce que, donc on se tient loin de ça et on se rapproche de l'investissement avec les 1000 milliards, les 500 milliards. Oui, les 1000 milliards et puis le consommateur américain, parce que l'Européen, même l'Allemand qui pourtant a de l'argent et des banques qui lui prêtent un peu de Et qu'est-ce que ça vous donne alors comme idée cette semaine? Non, je suis alors, moi qui suis très, très proactif, je pense que là, on a le droit de se calmer. Voilà. Non, je pense que c'est bien, on a 12% de cash. On a le droit d'être calme. Cela dit, encore une fois, je vendrais plutôt des valeurs d'abonnement pour acheter plutôt des valeurs d'investissement. Alors qu'est-ce qu'on sort? On va voir le portefeuille. Hein. Le portefeuille interaction. Alors on va voir le portefeuille, comment il s'est comporté cette semaine. Notamment, on voit, je dirais, on a continué de s'alléger un peu sur Chargeur parce que Chargeur a une dynamique, et notamment Chargeur est un de nos titres, comme d'autres titres, Infineon. Ce sont des entreprises qui sont capables à chercher de la croissance donc à l'extérieur. C'est surtout notre thème. Donc, et il délivre énormément. Et on a vu tout le secteur, notamment parapétrolier et pétrole, avec l'annonce de l'OPEP qui a délivré cette semaine. Et on a pratiquement, je dirais, en poids, pratiquement 10% de 10% dans ce secteur-là. Donc, et du coup, Technip a fait 7% de hausse cette semaine. Donc, ça a bien délivré. Voilà. Après, mais si on suit le raisonnement d'Hubert, sortir de tout ce qui est trop lié au taux d'intérêt... Non, c'est excessif. Non, mais on est comme tous les portefeuilles. Mais on a comme c'est ce qui a bien marché les 4 ou 5 dernières années, on en a forcément un peu plus que alors, qu'est-ce qu'il faudrait alléger, selon vous, Hubert, dans ce portefeuille? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de se presser là-dessus. D'accord. Mais moi, je dis toujours la même chose. Je dis qu'Orange, qui est monté cette semaine, mais... je ne vois pas de potentiel. C'est-à-dire que c'est très mignon, ça gagne de l'argent. Je pense qu'on a plus de Vivendi, bon ça c'est sûr. Si, on en a un peu. Alors moi je pense qu'il faut alléger parce que sur Vivendi c'est autre chose. On l'a déjà allégé, je ne comprends rien de ce qui se passe. Alors parlons de Vivendi parce que c'est un beau sujet. Vivendi, c'est un vrai feuilleton à la Canal. Voilà, c'est un beau sujet. Je dirais, c'est vrai que c'est très complexe actuellement. Donc
c'est vrai, on a allégé notre ligne, on en avait 4 et quelques, on n'a plus que 2%. Donc, non, on n'en a plus que 2%, donc je dirais Vivendi, autant... On ne comprend pas ce qu'ils veulent faire, Ubisoft, un coup j'avance, un coup je recule. On ne sait rien sur l'Afrique. On ne sait rien. Donc c'est peut-être très bien, c'est peut-être très mal, mais on ne sait pas. On sait que Canal, leur lancement est une catastrophe. C'est pas un échec, c'est une catastrophe. Havas comme Publicis, il y a moins de rentabilité sur les opérations de publicité. Le téléphone, ils ont réussi l'exploit de rentrer sur le téléphone italien avant qu'on annonce l'arrivée d'Iliad. Donc ils se sont pris une tôle. Soit ils vendent à perte, soit ils attendent très longtemps et on ne sait pas quoi. On ne comprend pas où est la stratégie. C'est ça mon problème. La stratégie de Vivendi, de toute manière, ils sont en train de changer leur modèle. Et donc on est en plein changement de ce modèle-là, notamment sur la musique et sur les chaînes payantes. Donc ils veulent, c'est vrai, alors pour l'instant, on n'en est qu'au début. Donc est-ce qu'il faut jouer le début moi, pour l'instant, Vivendi, ça a un joli dividende, ça a son prix, Mais ça a son prix, mais je vois pas de bonnes nouvelles à venir, elle délivre 6% de rendement actuellement. Donc pour l'instant... Combien ils ont perdu sur Télécom Italia? C'est complètement incroyable. Mais c'est déjà pricé tout ça dans le titre. Ils ont perdu 1,50 €, je sais pas, par action. Oui, mais c'est pricé. Mais où est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont pas gagner pour moi, ils vont pas gagner sur Havas. Ils vont pas gagner sur Canal. Canal, c'est une affaire morte en France. C'est une machine Afrique. Canal, c'est Orange qui va récupérer notamment le bouquet de Canal. Donc, ils sont en train de faire des promos à 2 € là, avec Free et Orange. Aujourd'hui, si vous voulez acheter du cinéma, vous n'achetez pas Canal. Et si vous voulez acheter du foot, vous n'achetez pas Canal. Alors, je vois très bien, effectivement. Donc, je pense qu'il est complètement en panne. Il est en panne stratégique. Alors, c'est un type très intelligent qui est capable de nous faire un coup absolument génial. Mais c'est pas suffisant. Et encore une fois, l'Afrique, on ne sait pas ce qui se passe en Afrique. Alors, jamais très bien su, alors c'était plutôt pas mal, mais... Vivendi pourrait se transformer en Bourbier pour Bolloré, hein. C'est ça le truc. Je crois pas. Donc, je dirais pour l'instant, Vivendi, c'est pas une valeur. Les valeurs, on a su prendre nos pertes, notamment sur Air France, on a su prendre nos pertes sur Engie. Donc, pour l'instant, je m'accroche. À la rigueur, notamment sur repli du marché plus bas, il y a plutôt des idées à renforcer au sein de notre portefeuille, parce que je pense qu'on n'a pas, par exemple, Infineon, on n'a pas un poids assez suffisant. Donc, sur sa politique, notamment de croissance à l'extérieur, il y a d'autres titres qu'on devrait renforcer. Alors, donc Infineon. Après, on a Infineon, on a du Alten également, donc tout ce secteur-là. Et puis, on a mis en alerte de rentrée du Kering, notamment en biens de consommation, puisqu'on a Pourquoi Kering? C'est Puma qui vous séduit? Non, pas du tout. C'est leur politique c'est Gucci qui délivre. Il fait beaucoup moins mal que les autres, mais il est dans un secteur qui est pourri. Donc, avoir le bon élève du mauvais secteur, est-ce que c'est gagnant? Ça, je sais pas. Je serais plutôt pour prendre du Kering, mais on va avoir des mauvaises nouvelles de Richemont, on va avoir des mauvaises nouvelles d'Hermès, on va avoir des mauvaises nouvelles de LVMH, et encore un peu moins parce qu'à cause des alcools. LVMH a réduit ses coûts, hein, donc LVMH, on voit qu'elle a une valorisation qui devient un peu plus attrayante. Aujourd'hui, on ne doit pas aller sur des boîtes qui réduisent leurs coûts, à mon avis, on va sur les boîtes qui augmentent leur chiffre d'affaires. Et le thème de l'investissement dont on parle, alors comment est-ce qu'on capte? On en a quand même, on a de l'Alstom, on a de l'Infineon, ce qui est un peu indirectement... Alors à propos d'Alstom, on avait une question, je ne sais pas si vous l'avez notée, je vais essayer de vous la retrouver. Une question un peu technique, mais on aime bien répondre aux internautes. On a du Alstom, on a du Siemens qui a énormément livré, mais je dirais sur du très long terme, quand on voit, on est sur des valeurs, je pense que les valeurs cycliques et les valeurs de biens de consommation, elles sont quand même, leur valorisation est faible. Elles ont tellement bien corrigé, je dirais, sur les 3 dernières années. C'est tout à fait ce que je pense, oui, c'est qu'elles ne sont pas bien payées, même celles qui ont pris 40% depuis un an, elles restent pas chères, c'est ça. Exactement, donc il faudrait que... C'est là-dessus que je pense qu'il y a du switch à faire. Et alors, par ailleurs,
Moi, je pense qu'il faut sortir complètement de la finance et donc il ne faut pas avoir de score. Et j'aime bien score, mais je pense que sur score, on ne sait pas ce qui va se passer dans je vais regarder. Je sais pas. Alors, Alstom, la question donc, qui a été posée par un internaute sur YouTube, et je vous invite à le faire à l'occasion. L'investissement réalisé par Alstom dans les co-entreprises avec General Electric rapporte-t-elle des bénéfices? Oui. Alstom va-t-il récupérer 2,6 milliards d'euros de trésorerie en 2018? Je crois qu'Alstom pourrait générer un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2020 avec une marge opérationnelle de 7%. Ça, c'est plus compliqué. Les deux premiers points, oui, les co-entreprises, elles font, si on évalue Alstom par somme des parties, elles font le tiers de la capitalisation, elles font 12 euros par action. Et c'est très beau. Hein. Ce qu'on a vendu à General Electric, c'était ce qui avait de plus beau dans Alstom. Je veux pas avoir l'air. Oui. Et notamment la transmission, ce qu'ils appellent le grid, mais notamment la transmission. Donc ça c'est oui, que General Electric paye ses achats, ça c'est oui aussi. Sur le carnet de commandes, c'est plus compliqué quand même. Hein. Il y a bien des raisons s'ils ferment leur usine. Hein. Exactement, on l'a vu récemment et notamment, je pense qu'ils seront obligés de fermer Belfort. Donc, ils seront obligés de... Ça sera après les présidentielles. Hein. Exactement. Et c'est le problème d'Alstom actuellement, je dirais, elle n'a pas une bonne image vis-à-vis des investisseurs étrangers. C'est tout. Ce qui explique presque 30% de décote par rapport à Siemens. Hein. C'est vraiment... Donc, c'est pour ça qu'Alstom, il faut en avoir. Parce qu'elle est décotée, mais c'est bon, encore une fois, il y a d'autres sociétés qui sont dans le cycle. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Agnès? Pour l'instant, attendons de voir on surveille la ce baisse. qui se passe du côté des banques. Non, les banques, ça peut décrocher quand même. Ça peut faire décrocher l'ensemble du marché, hors les bancaires. Oui, parce qu'il peut y avoir des appels dans tous les sens. Il va quand même falloir, on disait 100 milliards entre les banques italiennes et les banques allemandes, c'est peut-être plus maintenant. Et cet argent, il faut bien le trouver. Plus on attend, plus ça sera plus. Mais voilà, je crois que c'est important de souligner que c'est pas parce que c'est pas parce qu'on traiterait le problème maintenant que c'est une mauvaise nouvelle, au contraire. Oui. Donc, il faut attendre, être prudent dans ce contexte agité à cause des bancaires. C'est ce qu'on retient, entre autres, de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous tous de nous suivre. On est dorénavant en live sur YouTube. C'est là que vous pouvez nous trouver chaque semaine, 12h30, 13h. Bonne semaine à tous. Merci.